si tu manges pas ton plat, tu n'auras pas ton dessert. C'est pas du tout ça. Pour que l'enfant prenne plaisir à manger, il faut le laisser découvrir, il faut le laisser faire ses propres expériences. Il aura plus tard le temps de comprendre que du coup, c'est entrée, plat, dessert. Et encore, il y a des adultes qui ne font pas entrée, plat, dessert. C'est aussi de les laisser manger, pas forcément toujours avec la cuillère ou la fourchette. Voilà, ils ont besoin de passer par le toucher avant de passer à la cuillère. Alors certes, des fois, c'est compliqué pour les adultes assez maniaques qui s'en mettent un petit peu partout, mais je pense que c'est une étape un peu cruciale pour les enfants qui auraient du mal à manger une nouvelle texture ou l'aliment qui a une odeur particulière. Il faut lâcher prise. Si l'enfant grossit bien et grandit correctement, mais pas en fonction d'une courbe qu'on doit suivre, il faut faire confiance, il faut juste s'assurer qu'il mange un peu équilibré en effet. On a dit le miel est interdit pour les moins d'1 an. Les petites canailles chaudes. Bienvenue chez les Petites Canailles Show, je suis Jennifer, directrice de crèche et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pose beaucoup de questions aux parents, la diversification alimentaire. Nous avons comme invitée aujourd'hui Stéphanie Lopez, infirmière réseau chez les Petites Canailles. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Merci, très bien et toi? Ça va très bien. Je sais que c'est un sujet qui te porte beaucoup à cœur et du coup j'aimerais que on discute un petit peu cette diversification alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Par quoi on commence? Parce que je sais que beaucoup de parents peuvent être inquiets à partir du 3e ou 4e mois de passer du biberon ou de l'allaitement à l'alimentation. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça. En effet, Jennifer, en fait, tout le monde en fait a son avis à donner sur cette diversification alimentaire et sur l'introduction, surtout que ça a changé la règle. Maintenant, les nouvelles recommandations depuis environ 4-5 ans, c'est de commencer l'introduction dès 4 mois. Ouais. Donc une étape qui est pas évidente puisque l'enfant jusqu'à maintenant il est allaité au biberon ou au sein et en fait il doit accepter l'introduction d'un aliment autre que le lait par le biais d'une cuillère. Donc des fois ça passe forcément bien parce que du coup c'est un objet extérieur étranger qui ne connaît pas et en même temps il y a des enfants qui adorent le biberon, qui adorent téter et qui tètent la cuillère et font des grimaces parce que du coup ils sont pas habitués à avoir des goûts salés, si je puis dire, dans la bouche. Oui, c'est sûr que c'est pas la même sensation que quand on a un biberon ou le sein à la bouche, forcément, c'est pas pareil, quoi. On est habitué depuis 4 mois à peu près. Ok, ça marche. Pause. Je t'interromps quelques secondes car il est temps de parler des Petites Canailles. Chez les Petites Canailles, on a une 50aine de crèches majoritairement situées en Île-de-France, mais on en a aussi une à Nice, à Fréjus et à Bordeaux. Bref, un peu partout. Notre mission, développer le potentiel des enfants et de nos équipes à travers un cadre de vie bienveillant et épanouissant. Nous avons 4 axes pédagogiques chez les Petites Canailles. Nous développons l'autonomie de nos Petites Canailles via la pédagogie Montessori. Nous mettons en place les âges mélangés, la familiarisation sans séparation et enfin l'éveil à l'anglais dans certaines de nos crèches. En attendant, si vous voulez découvrir notre quotidien et suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et bien sûr YouTube. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons aussi un podcast qui s'appelle Les Petites Transmissions et qui est à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Alors profitez-en. Que vous soyez une famille et que vous vouliez inscrire votre enfant chez les Petites Canailles ou que vous soyez un professionnel de crèche et que vous vouliez rejoindre notre équipe, une seule chose à faire, nous rejoindre sur le site internet lespetitescanailles.fr. C'est tout pour moi, je vous laisse tranquille et maintenant vous allez pouvoir profiter de votre émission, alors accrochez-vous, c'est reparti. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour un parent qui débute? Par quoi il doit commencer? Parce que souvent des parents, ils peuvent être inquiets de savoir est-ce qu'ils commencent plus par du sucré ou par des légumes, par des fruits, enfin voilà. Donc est-ce que tu aurais des petits conseils ou des choses comme ça? Alors déjà l'introduction alimentaire, la diversification, elle se fait beaucoup plus tôt qu'avant pour limiter le risque d'allergie. En fait, ce que les experts disent que c'est entre 4 et 6 mois, il y a une fenêtre qu'il faut exploiter, c'est d'introduire le plus d'aliments possible pour éviter de créer des allergies plus tard. Même les aliments les plus allergènes. Ouais. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer déjà des aliments basiques en fonction des saisons aussi, parce qu'il y a des enfants qui commencent la diversification alimentaire pendant l'hiver et d'autres l'été, donc c'est sûr qu'on va pas forcément avoir les mêmes goûts, voilà, les mêmes légumes ou fruits. Mais c'est de commencer déjà toujours par le salé, par préférence, pour éviter de donner une prédominance au sucre plus tard. Donc on conseille déjà, si les parents ont le temps de cuisiner chez eux le week-end, des petites purées
et après des compotes, et de faites maison, de les congeler et de les mettre dans des bacs à glaçons et de sortir un glaçon de légumes ou 2 glaçons en fonction de la quantité que l'enfant va manger. Donc après, tout le monde donne son avis de savoir s'il faut introduire un légume par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine et tout. Ça dépend un peu de la famille et s'il y a un terrain allergique dans la famille, par contre. D'accord. S'il y a vraiment un terrain allergique dans la famille, des antécédents, on va peut-être aller plus doucement. Mais sinon, on peut se dire que tous les 2 à 3 jours, l'enfant peut goûter 1 ou 2 glaçons, voilà, de légumes et de réintroduire un deuxième légume au bout de 4 jours et ainsi de suite, en fait. Si on n'a pas le temps de cuisiner, parce que ça, voilà, la vie actuelle est faite que du coup, on est pressé par nos activités professionnelles, un petit pot peut parfaitement faire l'affaire. Il mange ce qu'il mange, ça se conserve 48 heures au frais. Et de faire ça sur 3 légumes alternés, et puis attendre un petit peu, puis essayer peut-être dans 15 jours, 3 semaines, le sucré, parce que c'est plus facile. Et pareil, d'introduire un peu plus d'aliments, et plus l'enfant mange bien, plus on augmente les quantités. Et c'est là que du coup, on va se poser la question de savoir comment on prend le relais à la crèche. C'est ça, tout à fait. Du coup, les parents, oui, ils se posent la question de comment on prend le relais à la crèche, et aussi, ils sont très inquiets parce qu'au départ, ils boivent soit des biberons ou l'allaitement. Du coup, au niveau de la quantité pour quantifier, des fois, il y a certains parents qui sont angoissés par ça. Et j'ai le cas dans ma crèche où j'ai une maman qui est très angoissée par la quantité, en fait, de combien son enfant prend. On essaye de la rassurer le maximum possible, mais c'est vrai que on sent que c'est une angoisse pour elle. Du coup, souvent on lui répond, enfin les professionnels ou moi, on lui répond et on lui explique que faut pas qu'elle s'inquiète, que si son enfant prend du poids, c'est que tout va bien. Tout à fait. Qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que s'il refuse de manger un certain aliment, il faut essayer de lui reproposer plus tard, sans forcément le forcer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc oui, c'est ça, c'est que du coup, ça dépend aussi des traits de caractère des enfants et des goûts. Il y a des enfants qui passeront très rapidement à une alimentation solide, parce qu'en fait, l'introduction alimentaire, c'est d'introduire des nouveaux aliments qui ne sont pas justement lactés. Mais du coup, cette diversification, c'est le but que les enfants, à un moment donné, buvront moins de lait, et mangeront des aliments solides. Donc, il faut faire cette transition-là d'arrêter le biberon au profit du solide. Et ce qui se passe, c'est que en question de quantité, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont passer cette étape très facilement. Ils vont passer à une certaine quantité, 80 ou 100 grammes de purée. Et d'autres vont mettre un peu plus de temps. Nous, on prend le relais vraiment quand vraiment il y a bien une introduction bien amorcée à la maison. On préfère que les parents fassent ça chez eux et que c'est pas une étape à faire à la crèche, parce que c'est assez rigolo de voir la diversification alimentaire, de voir que l'enfant en met partout et qu'il a besoin aussi de toucher les textures aussi. Et de voir prendre un peu plus de son temps, parce qu'en effet, il va juste téter. Donc, on dit, nous, en crèche, on prend le relais quand l'enfant a essayé 3 à 4 légumes, 2 à 3 fruits et qu'il a mangé plus d'un demi-pot. C'est une histoire de quantité aussi pour qu'on puisse gérer aussi notre stock. On avouerait qu'on est dans une démarche d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on n'est plus dans ce souci-là. Après, les quantités, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que c'est entre 80 à 100 grammes au tout début. Puis après, ça augmente jusqu'à du 180 aux alentours de 6 mois. Et le but de cette introduction alimentation solide, c'est de diminuer progressivement le lait au profit d'une purée, d'une compote et des protéines en mixé, qui arrivera plutôt vers 6 mois. D'accord, ok, très bien. Autre question. Du coup, on a parlé des allergènes un petit peu. Je sais que pendant une époque, il y avait certains fruits, par exemple le kiwi, qu'il fallait attendre, les fraises, les choses comme ça. Il fallait attendre à un moment donné, en fait, à partir de 9 mois, je crois, d'après mes souvenirs. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou ça a changé maintenant Justement, non. Justement, il faut utiliser cette fenêtre pour que les parents introduisent le plus d'aliments possible, même les plus allergènes. Donc, tout ce qui était anciennement connu comme les fruits allergènes, donc tout ce qui était fruits à coque, les fruits exotiques, tout ce qui est fraises, framboises et kiwis, où justement il y a le petit pistil là, bourré d'histamine qui est signe de A, il faut les introduire plus facilement. Donc c'est pour ça que nos menus, qui sont faits avec notre prestataire alimentaire et des diététiciennes, sont faits dans ce sens-là, que du coup on peut avoir aux alentours de 5 mois en fait, un enfant qui va manger une compote pomme
pommes fraises ou pommes framboises. Et il n'y a plus cette interdiction. Même les fruits à coque, on est encore un peu réticent parce que c'est l'un des allergènes les plus fréquents qu'on rencontre, outre les protéines de lait de vache, l'œuf ou le poisson. Mais il faudrait les introduire un peu plus tôt que prévu pour éviter que l'enfant développe une allergie s'il n'y a pas de contexte allergique dans la famille. Donc, faut en profiter. Donc on conseille aux parents du coup de commencer le plus tôt possible, enfin l'introduction entre guillemets du maximum de fruits ou de légumes. Voilà. Plus il va ingérer, plus son corps va tolérer l'aliment, il va pas réagir justement. Et il faut que pour éviter l'allergie aussi, il faut que l'enfant avale, si je puis dire, ingère l'aliment, ne pas le toucher. Il y a plus de risques de développer des allergies en touchant l'aliment ou alors si on met une crème à base, je sais pas, d'huile de coco ou d'huile d'amande, que finalement d'ingérer l'aliment plus à petite dose, petit à petit, et d'évitera de développer une allergie. C'est pour ça que on préfère que cette introduction se passe à la maison, en effet, parce que c'est une étape importante, ce passage à la cuillère, ce passage au solide. Mais dès que c'est bien amorcé, nous, on prend le relais parce qu'on a la possibilité, avec nos repas Happy, de proposer ce type d'aliments allergènes. Et comme ça, c'est entre la fenêtre de 4 et 6. Donc, on fait signer aux parents une décharge qui nous autorise. Et on donne tous les aliments du menu du jour ou de la semaine sans problème. Et à 6 mois, on commence les protéines. Quand les parents nous ont dit j'ai essayé le poisson, n'importe quel poisson, nous on pourra introduire le poisson et ainsi de suite. On laisse quand même ces étapes aux parents, surtout l'œuf par précaution. Alors, dans le cas où forcément il y a une intolérance d'un enfant ou une allergie, comment ça se passe à la crèche du coup? On est obligé de mettre en place un PAI, donc un projet d'accueil individualisé pour l'enfant, qui est une sorte de consensus entre la crèche, les différents membres de la crèche, donc la directrice, les professionnels, l'infirmière RSRI, donc référence santé accueil inclusif, et le médecin de la famille et la famille, pour connaître les interdits alimentaires, savoir si on peut gérer ou pas, parce que des fois malheureusement on peut pas gérer parce que nous c'est un prestataire qui fait de l'alimentation du collectif, donc il peut avoir des traces ou même de la présence de l'allergène. Donc on voit avec la famille si on peut prendre en charge le repas en retirant juste un aliment qui est allergique. Sinon, s'il y a plusieurs éléments allergiques, aliments allergènes, dans ces cas-là, on va demander aux parents de ramener un panier repas. C'est-à-dire qu'il gère le panier repas de son enfant. Il est responsable, ce qui nous évite nous d'aller chercher la liste des allergènes, et de faire le détail, ça il peut et ça il peut pas, de devoir faire du gâchis et de se retrouver finalement j'ai pas à manger pour l'enfant. Donc, c'est plus de précautions. Certains enfants ont des grosses réactions allergiques, donc du coup, nous, on a parfois une trousse d'urgence. Après, on met des petits verrous, comme je veux dire, de précaution pour que les équipes se rappellent que cet enfant a une allergie. Et on met en place des affichages avec des codes couleurs. On peut mettre aussi une vaisselle de couleur. Après, la professionnelle qui s'occupe de lui est vigilante à ce niveau-là pour que l'enfant ne soit pas isolé justement du groupe, parce que du coup, ce serait dommage pour lui, mais profite de la collectivité, mais avec une petite signalétique qui est mise en place. Oui, c'est comme moi dans ma crèche, en fait, c'est le cas. J'ai un enfant qui a une intolérance avec plusieurs du coup aliments, donc il a des fruits à coque, du kiwi, etc. Et c'est vrai que nous, on a préféré utiliser un panier repas parce qu'il avait beaucoup trop d'allergènes et c'était très compliqué pour les professionnels du coup de gérer et d'éviter justement cette allergie. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Les parents ramènent leur panier repas avec leur petit sac isotherme. Tout est bien, on prend la température et tout ça et du coup tout est bien suivi et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux et les professionnels sont plus détendus du coup et les parents sont rassurés et l'enfant aussi du coup. Voilà. Souvent, les enfants ont l'habitude de savoir qu'il va avoir un plat différent des autres et ils n'iront pas piocher à droite à gauche. Oui, c'est ça. Franchement, c'est des enfants, on a l'habitude, mais c'est vrai que du coup, quand un enfant est allergique, il le sait depuis un certain temps et même il sait que ça fait partie de sa vie. Et en fait, de dire qu'il a une vaisselle de couleur, ça ne le change pas. Il sait qu'il y a des interdits et qu'il n'ira pas piocher dans l'assiette du copain et ça se passerait très bien. Ok. Ça marche. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à des parents qui sont un peu angoissés sur la diversification alimentaire? Par exemple, son enfant, il refuse de manger, il préfère, par exemple, il est dans l'allaitement exclusif. On va donner un exemple. Un parent, une maman qui allaite exclusivement, il n'y a pas de biberon, il n'y a rien du tout, et elle veut du coup passer à la diversification alimentaire. Et ça peut être parfois compliqué. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à certains parents? Alors ça, c'est très compliqué parce que c'est propre à chaque difficulté que le parent rencontre. On a des enfants qu'en effet, soit qui sont allaités assez longtemps ou alors qui préfèrent le biberon.
ont du mal à passer à l'état solide. Il y a aussi des cuisines familiales qui sont faites différemment de notre cuisine aussi à Happy. Nous, on reste sur du basique. Bien, je vous rappelle que c'est sans sucre et sans sel et qu'il n'y a pas d'épices. Et il y a des enfants qui ont été habitués à manger des épices dans le ventre de leur maman et qui comprennent pas pourquoi à la crèche, ils ont un repas un peu fade. Et voilà. Donc, c'est propre à chacun. Mais ça, en tout cas, il y a des professionnels de crèche, que ce soit en section ou la directrice, elle est à même, de cas par cas, d'apporter des solutions. Parce qu'il y a beaucoup, mon effet de sujet. Et du coup, parfois, quand on va voir le médecin, on va voir son médecin parce qu'il y a une vaccination à faire ou que du coup, il est malade et du coup, et on n'a pas le temps de poser ces questions. Et il y a la directrice, elle peut solliciter l'infirmière ou la puéricultrice, ou il y a des pros qui, comme moi, apprécient ce sujet-là et se spécialisent et peuvent répondre aux questionnements. Mais c'est vrai que chaque enfant est différent, comme nous, chaque adulte est différent, et il faut prendre un peu ces repères-là. Après, faut pas baisser les bras si l'enfant refuse ou quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là que je veux dire, parce que des fois, les parents, ça les inquiète et ils se posent énormément de questions et ils se disent, oui, ça se trouve, il va refuser de manger le reste, il va pas manger, il va perdre du poids. Enfin, c'est vraiment une question qui peut être problématique pour certains parents. Et faut essayer de se retrouver, s'adapter, parce que comme je dis, le repas à la maison et à la crèche est complètement différent. Après, il y a des situations, par exemple, les enfants qui sont des petits gabarits, qui sont des petits poids, si je puis dire, et qui, en effet, mangent pas en grande quantité. C'est là où on dit, écoutez, vous voyez le médecin, peut-être il faut un petit bilan pour savoir s'il n'y a pas des troubles, on appelle ça des troubles de l'oralité, voilà, une mauvaise expérience au niveau de l'alimentation et du passage à la cuillère et avec un petit suivi à faire. Parfois, c'est juste des enfants qui, pour l'instant, n'apprécient pas de manger. Et souvent, quand on regarde dans la famille, le papa ou la maman était déjà comme ça. Et donc, du coup, il faut pas forcer parce qu'en fait, après, on rentre dans un enjeu psychologique, dans une pression, et on se met la pression et en disant, mon enfant, il mange pas bien, donc c'est ma faute et tout. Et on reproduit ce qu'on a vécu soi-même et c'est compliqué. Et en fait, il faut lâcher prise. Et là, si du moment l'enfant grossit bien et grandit correctement, mais pas en fonction d'une courbe qu'on doit suivre, il faut faire confiance. Il faut juste s'assurer qu'il mange un peu équilibré, en effet. Et c'est là qu'on va voir quelles sont ses portions de lait, quelles sont ses portions de protéines et d'essayer qu'il ait un peu des repas équilibrés sur les 4 repas. Et faire attention qu'ils ne mangent pas trop aussi, parce que des fois, on a tendance, certains parents, des fois, ont tendance à suralimenter parfois leurs enfants. Et nous, on a l'avantage à la crèche d'avoir ce qu'on appelle les grammages. Donc, du coup, grâce à notre prestataire, on peut, entre guillemets, grammer les différents aliments. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un parent de pouvoir savoir quel grammage il faut en fonction du lait qu'il a. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner, entre guillemets, comme conseil là-dessus Alors, il y a le carnet santé qui peut aider aussi sur les histoires de grammage. La chose où nous, on sera vigilants, c'est vraiment d'informer les familles en disant que à la base, il avait une alimentation lactée, biberon au sein. C'est un repas entier. Donc, quand il passe à une alimentation solide, il faut juste penser à diminuer progressivement le biberon parce que sinon, il va avoir double repas. Si je puis dire, s'il boit un biberon de 210 et qu'il va manger 180 de purée et 80 grammes de compote et 15 grammes de protéines à 6 mois, son ventre va être distendu par son 210 de lait. Et du coup, voilà. Donc ça, il faut penser à diminuer, donner de l'eau en privilège, pour l'hydrater. Et puis, du coup, bien de respecter aussi certaines heures et tout, et d'éviter de donner des aliments trop sucrés. Donc voilà, c'est ça. Le soir, on donne plutôt un aliment plutôt plus compact parce que l'enfant dorme bien, donc plutôt un biberon avec des céréales, ou alors on passe sur un repas normal. Mais du coup, peut se faire au carnet de santé et puis vraiment suivre cette courbe de poids qui doit être harmonieuse aussi. Oui, qui n'est pas un pic d'un seul coup. Voilà, mais vraiment diminuer le biberon, garder le biberon au goûter le plus longtemps possible parce que c'est du lait infantile ou le sein parce que c'est adapté, c'est riche en vitamines et c'est hyper important parce que les enfants et nous-mêmes on est carencés en vitamine D et en fer. Donc le lait infantile apporte tout ça. Donc privilégier le biberon du goûter parce que du coup et la compote le plus tôt possible et d'éviter d'introduire des produits sucrés. Privilégier le pain par exemple ou un fruit. La banane c'est un fruit qu'on peut donner très très tôt comme crudité au moins d'1 an parce qu'avant on donne pas de crudité avant 1 an pour certains enfants pour des questions de tolérance digestive. Comme aussi on donne de plus en plus de légumineuses aux enfants de moins d'1 an
pour remplacer la protéine. Il Ouais. faut juste bien les faire cuire pour éviter d'avoir des troubles digestifs et mal un peu au bidou. Oui, Voilà. c'est sûr. Après, donc ça, on revient aussi en arrière, parce qu'avant on donnait pas et maintenant on se dit bah non, si, il faut juste bien penser à les cuire. Ouais, ça marche. J'ai une autre question pour toi. Ouais. Au niveau en crèche, souvent, les parents veulent à tout prix qu'on introduise les yaourts. Ah. Voilà, c'est un sujet à la crèche. Sujet. Voilà, les yaourts du coup avant les 1 an, parce qu'ils se rendent compte que l'enfant, forcément, avec la diversification alimentaire et le fait de goûter à plusieurs aliments, bah, des fois, il se désintéresse un petit peu du lait. Et des fois, ils insistent un petit peu sur le fait de prendre des yaourts. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de commencer avant? Est-ce qu'on n'a pas le droit de commencer avant? Il faut éviter. Voilà. Okay. Éviter le plus tôt possible de donner un yaourt. Il faut vraiment privilégier le sein ou le lait infantile. Premier âge jusqu'à 1 an, et puis après, jusqu'à 6 mois, pardon, et après deuxième âge jusqu'à 1 an, et après la croissance, parce que c'est vraiment ce qui est le plus adapté au niveau calorique et au niveau nutriments et vitamines. Après, tant que l'enfant le boit à la crèche, si les parents veulent faire autre chose à la maison, c'est leur choix et tout. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'éviter ce yaourt qui est yaourt nature, normal qu'on donne, qu'on mange en tant qu'adulte, parce qu'en fait, il y a trop de protéines dedans. Et en fait, ça fait une surcharge pour les reins, et donc c'est pas adapté. Il faudrait donner qu'un demi-yaourt par jour. Voilà, donc c'est pas interdit vraiment. C'est vrai que c'est marqué quand on lit justement le carnet de santé, ou quand on s'appuie sur les documents officiels du ministère de la Santé sur justement cette introduction de diversification alimentaire comme le GMRCN ou le PNNS. Dedans, c'est marqué qu'on peut occasionnellement donner un yaourt, voilà, mais c'est occasionnellement, c'est pas tous les jours, voilà, c'est un dépannage. Et donc du coup, ce yaourt-là n'apporte rien de bénéfique, si je peux dire, que de surcharger les reins, parce que ça donne trop de protéines. Maintenant, s'il y a vraiment un enfant qui refuse totalement de boire son biberon à la crèche ou autre chose, il faut là vraiment voir quel type d'apport il peut avoir le matin et le soir, parce qu'il faut qu'il ait une quantité de 500 millilitres à la journée, par jour, sans dépasser 800, avec lait équivalence. Donc là, si on n'a pas vraiment le choix, on essaiera de trouver quel est le mieux pour lui, ou un yaourt d'adulte, ou alors un yaourt au lait infantile, mais ça sera co-goûté par précaution pour son avenir à lui, parce que du coup, il est tout petit et qu'on a quand même une mission de prévention. Donc, on essaye de faire au mieux. On a créé des outils pour aider les familles, mais tant qu'il boit son lait, laissons-le boire. Et puis, le yaourt, au moins une fois au goûter de temps en temps. Et sinon, voilà. Ça marche. Bah, merci à toi, en tout cas, Stéphanie, pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et maintenant, on va accueillir Pauline, qui est directrice de crèche et qui va parler de son expérience du self-service. Bienvenue, Pauline. Merci. Merci d'être venue, en tout cas. Comment vas-tu? Ça va, merci, et vous? Ça va? Bah, écoute, ça va. Toi aussi, Stéphanie. Tu es avec nous depuis tout à l'heure, donc voilà. Du coup, je voulais que tu parles un petit peu de ton expérience sur ta crèche, sur le self, parce que je sais que tu l'as mis en place sur ta crèche. Moi, c'est pas encore le cas, mais bientôt, j'espère. Et j'espère que tu vas nous donner de bons conseils et peut-être nous donner envie, du coup, de faire le self dans les autres crèches aussi. Alors, il faut savoir que le self, dans ma crèche, on l'a mis en place dès l'ouverture. Ma crèche, elle a ouvert en 2021 et lors de la semaine du séminaire avec mon équipe, c'est vraiment le premier projet qu'on a voulu mettre en place sur la crèche. Et je pense que c'est ce qui a le plus marché parce que du coup, on l'a commencé dès le début avec les enfants qui arrivaient au compte-gouttes sur l'ouverture. Du coup, le self, ça consiste à rendre acteur l'enfant de sa journée. Enfin, ça fait partie en tout cas de le rendre acteur dans sa journée. Mais c'est aussi respecter ses capacités. Parce que du coup, il y a des enfants qui vont être vachement plus à l'aise dans le fait de se servir avec une cuillère et même de porter son plateau. Et d'autres enfants un peu moins. Et du coup, c'est là où on va devoir l'accompagner. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans la mise en place de ce self, c'est que du coup, chaque membre de l'équipe participe. Parce que du coup, même l'agent de service est là et accompagne les enfants à se servir des différents plats que l'on a par le prestataire extérieur. Et je trouve que ça l'implique davantage aussi au sein de l'équipe
Donc ça c'est plutôt chouette. Et puis elle a aussi ce côté d'être auprès des enfants finalement, alors que tout au long de la journée pas vraiment. C'est vrai que les agents de service en général sont plutôt éloignés de l'équipe entre guillemets des professionnels de la petite enfance. Donc c'est vrai que ça les aide à participer et ça les valorise en fait dans ce qu'elles font en fait. C'est ça. Et les enfants, ça leur permet aussi d'être autonomes parce que c'est ça fait partie de nos axes pédagogiques chez les petites canailles. Et du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et au-delà de favoriser leur autonomie, ça aide aussi à favoriser la motricité fine aussi, parce que le fait de se servir, ça aide au niveau de la pince, des doigts, etc. Mais le fait de tenir un plateau aussi, c'est quand même hyper compliqué pour les enfants. Oui. Donc, on voit aussi qu'ils sont fiers à la fin d'être arrivés bien à leur place. Moi, c'était quelque chose qui me faisait peur aussi dans le self au tout début. C'était le fait de patienter, parce que du coup, on est obligé de les faire attendre un par un, enfin de les appeler un par un. Et en fait, c'est ça qui me faisait le plus peur, parce que on le sait, les moments des repas sont les plus cruciaux à la crèche, où ils sont très fins, etc. Et en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Mes craintes, elles ont vite été balayées. Ce qui était bien, c'est qu'en 2021, c'était bien, maintenant ça ne l'est plus, mais c'est qu'on avait des barquettes en plastique, ce qui fait que les enfants n'avaient aucun risque de se brûler. Donc là, on faisait vraiment le self de l'entrée jusqu'au dessert. Maintenant qu'on a des bacs en inox, donc c'est beaucoup mieux pour l'écologie, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que l'inox est vachement plus chaud au toucher, et comme on a aussi un peu peur et que notre priorité c'est la sécurité des enfants, du coup on a été obligé de un petit peu aménager. Oui, de revoir un petit peu notre projet self pour éviter déjà que les enfants se brûlent, mais tout en gardant quand même cette notion de favoriser l'autonomie, la motricité fine, etc. Donc en fait, maintenant on privilégie le fait qu'ils se servent seuls ou avec accompagnement pour les aliments froids. Donc souvent c'est les entrées, le fromage, le dessert, ou des fois on a même des repas froids, ça dépend de la saison aussi. Et des menus. Le chaud est plutôt servi par l'agent de service. D'accord. Donc il y a juste ce petit point-là aussi qui a été revu, mais en sachant que voilà, chaque année, comme on a un nouveau groupe d'enfants, on s'adapte aussi à leurs capacités. D'abord, on a une phase d'observation pour voir ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire, ou en tout cas pas encore, parce que le but c'est pas de les mettre en échec. Oui, tout aussi. à fait. Voilà, qu'ils se sentent fiers et voilà. Okay. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu auras un conseil à donner du coup, parce que nous maintenant on travaille avec un autre prestataire qui a des bacs gastro. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner peut-être pour pouvoir servir entre guillemets le chaud, ou que les enfants puissent se servir Oui, il y a la possibilité de faire des petits ramequins de plats chauds où justement le contenant du coup il est moins chaud, il est froid, donc du coup et comme ça ils peuvent se servir à table. C'est une autre forme. Moi quand j'étais directrice de crèche, donc on n'avait pas ce self là, mais c'est vrai qu'on servait des ramequins à table et les enfants se servaient. Ils mettaient la table eux-mêmes, ils allaient chercher leur bavoir et c'était plutôt à table qu'ils se servaient. Il n'y avait pas ce système de self. Mais c'est vrai que le plat, au soit, c'est transvaser juste la portion qu'il faut pour l'enfant, servir à l'enfant, puisque du coup, on est obligé de respecter des règles d'hygiène sur ce plat, d'hygiène alimentaire, sur ce plat-là. Mais ça peut être une astuce aussi, mais c'est très intéressant pour l'enfant parce que le repas doit rester un moment convivial. Et surtout que dans les 3 premières années, on a reparlé des 1000 premiers jours, mais du coup, c'est important de donner goût à l'enfant de manger diversifié et même s'il en veut pas, de lui proposer, de dire il faut que tu prennes dans ton assiette, tu goûtes et regoûter et re-regoûter jusqu'à ce qu'un jour ça passe mieux. Et du coup, c'est une bonne façon de mettre en place ce self, de donner goût à l'enfant, de s'installer à table, de prendre plaisir de manger et que ce soit un moment de partage avec ces autres convives qui sont les enfants, quoi. Mais du coup, peut-être en effet le froid, tout ça, ou alors transvaser à peu près une portion, parce que les agents de collectivité ont quand même le compas dans l'œil, elles savent à peu près les portions que les enfants doivent manger, se servir dans ce petit ramequin ou alors du coup ce plat, et du coup ils peuvent se servir dans ces cas-là à table ou alors dans ce self, et garder l'autre portion bien au chaud pour le deuxième service, si je puis dire, s'il y a un deuxième service. Et du coup, tes professionnels, Pauline,
elles étaient un petit peu angoissées au début ou ça se passait comment? Oui, au début, elles savaient pas trop comment s'y prendre. Elles avaient peur de l'échec. Bah, comme je le disais, moi, j'avais peur qu'ils n'arrivent pas à attendre, alors qu'en fait, ils ont super bien attendu leur tour. Après, on donne un bout de pain aussi, donc ça aide pour l'attente. Mais si, il y avait des craintes, mais on s'est dit, tant qu'on n'a pas essayé, de toute façon, on pourra pas savoir comment ça se passe. Et en fait, on a toutes été, en tout cas celles qui avaient des craintes, étaient vraiment surprises de la facilité qu'on a eu à mettre en place ce projet. Et l'adaptabilité des enfants, du coup, à changer d'entre guillemets de concept entre le self et le repas individuel ou le repas groupé où on sert directement avec le plateau, quoi. Oui. Et puis là, mon challenge depuis, c'est surtout quand j'en parle aux nouvelles familles qui, lors du rendez-vous d'admission, ce que j'explique ce projet-là. Et c'est vrai qu'ils me disent souvent, les questions en fait qui me reviennent souvent, c'est et s'il a pas envie de se servir de cet aliment ou cet aliment, et j'explique qu'on les invite à se servir de toute façon. Ils sont tellement contents de se servir. C'est ça qu'on voit, c'est que les enfants, c'est un jeu limite pour eux. De se servir, donc ils ont même pas envie de bouder un plat à ce moment-là, c'est qu'ils ont envie de se servir, même s'ils savent qu'ils vont peut-être pas le manger. Mais nous, en tout cas, on les invite à se servir de tout. Et quand on voit ce que ça peut arriver à un enfant qui ne veut pas, on lui explique d'en mettre vraiment une petite quantité, comme ça il goûte, et que si il en reveut parce qu'il aime, on le resservira. Mais c'est vrai que c'est plus les parents qui se posent des questions sur ça, et c'est pour ça que l'adaptation sans séparation a tout son sens aussi, parce que du coup les parents le voient en pratique et pas seulement quand j'en parle en théorie au rendez-vous d'admission. Ils le voient directement, quoi. Et ça leur permet de visualiser et de voir comment tout est sécurisé entre guillemets et que l'enfant se sent valorisé et autonome, et ils peuvent peut-être le reproduire aussi un peu à la maison où l'enfant peut se servir tout seul du coup à la maison. Donc c'est important pour lui aussi. Et du coup, Pauline, j'ai une autre question pour toi. S'il y a une directrice ou un nouveau directeur qui souhaiterait mettre en place ce projet de self, qu'est-ce que tu lui apporterais comme conseil ou lui donnerais Alors déjà, que l'équipe soit unanime sur le fait de mettre en place ce projet self, mais ça c'est comme tout projet qu'on mène en crèche. Au final, je me suis rendu compte qu'il fallait pas tant de matériel que ça pour pouvoir le mettre en place. Là, visiblement, du coup, je vais pouvoir, avec tes conseils, Stéphanie, améliorer ce qu'on peut faire sur ma crèche aussi, parce que du coup, c'est là où on voit que tout projet tend à bouger au fil des années. Donc il faut juste acheter certains contenants, des cuillères aussi faciles à manipuler pour les enfants, et aussi que des professionnels accompagnent les enfants du meuble où on propose les aliments, etc. à sa place, parce que des fois c'est pas évident pour eux de porter le plateau, et des fois ils le font tomber. Et des fois, ça peut être traumatisant. Ils veulent plus après y retourner le lendemain parce que ils ont fait tomber leur plateau. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que les professionnels puissent être dans l'accompagnement. Voilà. Donc, mais en vrai, moi qui croyais au début que ça allait être un énorme projet difficile à mettre en place, comme je le disais, ça a été plutôt facile. Alors, du coup, Pauline, je voulais savoir comment ça se passait vraiment un déroulé au niveau du self pour un directeur qui voudrait vraiment le mettre en place. Déjà, on commence par le lavage des mains de tous les enfants qui passent à table, parce que pour les bébés, c'est pas forcément nécessaire encore. Ensuite, ils s'installent à table, on leur distribue les bavoirs, et encore, on pourrait le fait qu'ils aillent les chercher. Je pense qu'à chaque fois, on peut améliorer. On distribue les bavoirs et on leur donne le bout de pain. Et ensuite, on les appelle à tour de rôle pour qu'ils viennent se servir. Donc, là, entre-temps, l'agent de service a posé les bacs d'aliments sur un meuble bas. Et du coup, ils commencent par prendre leur plateau. Ensuite, ils se servent des différents aliments et ils finissent par les couverts. Et ils retournent s'asseoir. Tout ça avec l'accompagnement d'une professionnelle de la petite enfance tout au long, du début à la fin. L'agent de service aide à l'accompagnement pour se servir, et les autres professionnels sont postés autour des tables pour les enfants qui patientent, et une qui fait un peu les navettes pour aider les enfants à se rasseoir. Voilà. Merci à toi, Pauline. En tout cas, merci pour tous beaucoup. Ces conseils. Alors maintenant, nous avons récolté quelques questions famille. Du coup, Léa va nous poser les questions et on va essayer d'y répondre
le mieux possible. Alors, du coup, mes petites questions. Donc, effectivement, on a répertorié récupéré quelques questions de famille voilà, sur les réseaux sociaux. On leur a demandé s'ils avaient des questions sur ce sujet. Et ma première, donc c'est celle-ci. Quel est le protocole que vous mettez en place pour faire boire de l'eau aux enfants à la crèche, s'il y en a? Alors, on n'a pas vraiment de protocole écrit en soi, mais on propose régulièrement de l'eau aux enfants. Par exemple, on propose des rituels. Souvent, à la crèche, on a des rituels et des habitudes pour justement que l'enfant soit le plus le plus sécure possible, pardon. Et on leur propose à boire. Donc moi, je sais que dans ma crèche, c'est souvent vers 9h30, en fait, entre le moment du temps des bonjours et les accueils des enfants. Et donc un petit peu avant le repas, parce que le repas commence à 11h. Et ensuite, en général, c'est soit après la sieste, avant le goûter. Donc, quand ils se réveillent, souvent, on a tendance à leur proposer de l'eau. Et après, dès qu'ils demandent, souvent, ils ont le réflexe. Souvent, les gourdes sont à disposition des enfants et ils ont le réflexe soit de demander ou d'aller se servir directement ou de pointer du doigt ou nous dire « je veux de l'eau ». Donc, souvent, il y a une professionnelle qui donne de l'eau à ce moment-là. Après, Pauline, toi, dans ta crèche, je sais pas comment ça se passe. Alors nous, on a un meuble à doudou. De base, c'est un meuble à doudou avec différentes cases. Donc chaque enfant a sa case et dedans on y met le doudou, la tétine s'il y en a une, et la gourde d'eau qu'on demande aux familles de nous apporter une gourde qu'il a l'habitude à la maison. Le mieux c'est quand anti-fuite ça c'est le mieux mais bon c'est pas toujours le cas et en fait c'est à disposition tout au long de la journée pour l'enfant et à table il a des verres d'eau comme ça leur apprend aussi à boire au verre et comme ça on n'a pas à les laver midi et après-midi sinon en fait on les aurait jamais à disposition donc voilà on les lave 2 fois par semaine et voilà. Ok. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu penses qu'il faudrait un protocole ou est-ce que voilà? Non, parce que moi je me passe dans toutes les crèches et c'est vrai que l'utilisation de la gourde nominative, elle est bien mise en place et donc soit elle est vraiment à disposition des enfants. Comme on est en âge mélangé, ça dépend aussi de la gestion du groupe. Ou sinon, en effet, c'est sur un meuble ou sur un rebord, donc l'enfant pointe du doigt et la pro est assez sensible. Là, nous, on parlera plus de protocole, c'est quand on est en période de canicule, où là, en effet, on va sensibiliser les professionnels et on va les encourager fortement à hydrater les enfants, plus les petits, parce que du coup, on considère peut-être qu'un enfant qui boit un biberon ne doit pas boire entre les deux biberons, alors que c'est faux. Et là, on pourra on relance déjà par le protocole qui arrive en début de la canicule, au début juin, et on met une petite feuille aussi en place pour être sûr que du coup, on a bien pensé à hydrater les enfants quand il fait, qu'on dépasse les plus de 30 degrés sur plusieurs jours, voilà. Donc, on met ça en place, ça oui, et ça on relance, c'est un peu mon rôle. Ça marche. Bon, Léa, la deuxième question du coup. Ouais, alors, est-ce que c'est bien si les enfants mangent dans n'importe quel ordre? Alors, oui. Pour moi, il y a pas de. Ils peuvent commencer par la compote, comme ils peuvent commencer par les légumes, comme ils peuvent commencer par le yaourt. Il n'y a pas de règles clairement d'alimentation, d'ordre. Au contraire, ils sont dans la découverte en fait, les enfants. Donc, ils ont besoin de pouvoir toucher. Goûter, enfin voir quelle texture ça a, si c'est sucré, si c'est amer, voilà, faire des mélanges. Des fois, il y a des enfants, moi je sais que dans ma crèche, j'ai des enfants qui mélangent la compote avec le yaourt ou le yaourt avec la purée. Enfin, voilà, ils font plein de mélanges et en fait, c'est pas la diversification alimentaire, c'est pas qu'au niveau du goût, c'est au niveau de l'odorat, c'est au niveau de l'expérience, au niveau de plein de choses et ça leur apprend et ça les fait découvrir en fait plein de choses en fait. Et ça permet aussi de pas voir le dessert comme une récompense de t'as bien mangé alors t'as le droit au dessert. C'est vrai aussi. Donc voilà. Et souvent à la crèche, nous on ne mélange pas les aliments entre eux en fait. Ils sont vraiment répertoriés en fait, les légumes avec les légumes, les protéines avec les protéines, le yaourt avec le yaourt et la compote avec la compote. Voilà. Oui, c'est ça. Les enfants font le choix de manger ce qu'ils veulent, dans quel sens, de mélanger ou pas. Et ça, comme disait Pauline, ça limite les frustrations et de voir les punitions pour que les gens,
pour pas que on interdise, voilà, si tu manges pas ton plat, tu n'auras pas ton dessert. C'est pas du tout ça. Et ça, pour que l'enfant prenne plaisir, à manger, il faut le laisser découvrir, il faut le laisser faire ses propres expériences. Il aura plus tard le temps de comprendre que du coup, c'est entrée, plat, dessert. Et encore, il y a des adultes qui ne font pas entrée, plat, dessert. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être soit le plat, soit plat et dessert, soit entrée et plat. Soit de manger le fromage en entrée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, je pense que faut laisser les enfants libre cours, ils auront le temps de comprendre tout ça et ça doit être vraiment un plaisir pour leur donner des bonnes habitudes alimentaires aussi. Ok. Jusqu'à quel âge je dois donner le biberon du soir à un bébé? Pour moi, c'est jusqu'à ce qu'il en veuille plus. Enfin, moi, j'ai pas de... Après, on a Et qu'il soit rassasié. Voilà, qu'il soit rassasié. Après, il y a des prérogatives disant jusqu'à 3 ans, il faut qu'ils aient sur leur rapport en produits laitiers. Voilà. Mais si l'enfant, après 3 ans, il a besoin d'avoir son biberon de réconfort, entre guillemets. À la fin du repas. Voilà, à la fin du repas. Biberon. Pour moi, on n'a pas à lui interdire, en fait. Enfin, après, chaque parent fait comme il veut, hein, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qui le réconforte, qui lui permet d'être plus apaisé peut-être avant de dormir et qui fait partie de ses habitudes. Après, quand il en aura plus envie, il va savoir le dire, en fait, l'enfant. Donc, pour moi... Oui, c'est ça. C'est une histoire de préférence. Après, s'il a bien mangé un bon repas, on va juste éviter que la quantité soit trop importante de biberon, mais ça reste un moment de réconfort, de détente avant, comme un rituel d'endormissement aussi, ça. Pour le soir. La seule chose que moi, la précaution que je dirais, c'est que le lait, c'est quand même, c'est sucré, contrairement à ce qu'on pense. Il y a quand même c'est quand même sucré. Donc du coup, si c'est un grand, il a forcément des dents. Oui. Donc il faut juste penser à soit donner un verre d'eau après pour rincer la bouche, soit bien lui laver les dents. Bien sûr, voilà, brosser les dents, lui laver les dents, et ne pas donner ce biberon pour endormir la nuit et de garder son biberon de lait la nuit qui pourrait du coup entraîner l'apparition de caries. C'est le seul conseil qu'on dira, c'est de rincer la bouche, laver les dents ou donner un petit biberon d'eau pour juste rincer et que ce soit un réconfort à la fin du repas, c'est tout. Mais pas en pleine nuit. Mais pour moi, il n'y a pas de contre-indication qui continue en tout cas. Toi aussi, Pauline, je pense. Ouais. Okay. Alors ma dernière question, c'est à quel moment on passe de la purée lisse au morceau? Alors du coup, Stéphanie, je vais te laisser répondre un petit peu. Oui, c'est pareil, ça a un peu bougé, les histoires de texture aussi. Tout dépend des enfants aussi. Il y a des enfants qui sont habitués parfois en famille à manger des morceaux. Alors c'est plutôt les fratries, c'est plutôt justement des enfants qui naissent déjà dans des fratries déjà bien grandes. Parce que quand il voit que son assiette est différente des autres, il va pas comprendre, et donc il va laisser piocher dans l'assiette de côté, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il s'en sort très très bien avec les morceaux. Avant, c'était plutôt pas avant 1 an qu'il ait des dents, il fallait voir qu'il mange le crouton de pain, puis après s'il mange bien le crouton de pain, on pouvait passer à autre chose. Maintenant, on passe à du mouliné, ça veut dire que entre le lisse, très lisse, et les gros morceaux, il y a une étape moulinée qui est un peu de l'écraser et qui permet à l'enfant de s'habituer à ces morceaux pour pouvoir qu'il apprenne à mastiquer, qui sont aussi une étape aussi importante pour l'aération des oreilles, pour aussi après muscler tout ce qui est la langue et la bouche pour pouvoir après plus tard apprendre à parler, à s'exprimer correctement. Et donc ça, c'est une étape qui maintenant est plutôt aux alentours de 10 mois. C'est juste qu'il faut faire attention. Il y a parfois des enfants qui ont un réflexe nauséeux envers les morceaux, même le plus petit morceau ne le supporte pas. Donc il faut aller par étapes, comme on disait tout à l'heure, doucement, lâcher prise sur certaines étapes, mais c'est aux alentours de 10 mois et c'est plutôt du mouliné et c'est plutôt voir ce qui se passe un peu à la maison, le boudoir, le crouton de pain, une pomme de terre bien écrasée, la banane, je reviens sur la banane qui est géniale à manger, en lamelles bien sûr, coupée en longueur, mais c'est parfait. Voilà. Okay. Et nous, pareil, à la crèche, on a différents, purée lisse pour les bébés, pour les moyens, c'est un peu plus écrasé, et entre la purée lisse et l'écrasé, et pour les grands, ils ont vraiment des vrais morceaux, quoi. Donc, et des fois, il y a peut-être des plus grands qui vont avoir du mal à passer aux gros morceaux, donc on les laisse parfois en moyen, et des fois, des plus petits qui ont des grands frères et des grandes sœurs et du coup qui mangent en morceaux déjà à la maison et des fois on les passe en grand même s'ils sont normalement selon l'âge pas aptes à manger des morceaux. Donc voilà, vraiment faire en fonction du rythme de l'enfant. L'apparition des dents n'est plus vraiment un critère.
Avant, on disait fallait qu'il y ait des dents pour pouvoir, voilà. Maintenant, comme l'alimentation, enfin, c'est cuit tellement à basse température pour que ce soit assez mou, même la viande mixée ou mixée ou en morceaux et effilochée, pardon, qui fait que du coup, bon voilà, c'est plus les enfants qui commencent à avoir des dents, mais c'est vrai qu'il faut pas attendre qu'il ait toute sa dentition pour dire on peut commencer en morceaux, voilà. Et c'est souvent parce que du coup, ça peut provoquer d'autres troubles. Voilà, c'est souvent des gros morceaux par précaution pour qu'il arrive à gérer lui-même. Okay. Bah, merci à vous, mesdames. Merci. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet. En fait, on va parler un petit peu des activités qu'on peut proposer ou des livres qu'on peut proposer pour aider l'enfant à la découverte des aliments. Donc Pauline, est-ce que tu aurais du coup des petits conseils pour les parents qui veulent un petit peu égayer la diversification alimentaire ou des choses comme ça? Déjà, on parlait de lâcher prise. Je pense que c'est la première chose à faire parce que on s'est rendu compte aussi que quand c'est un enjeu pour l'adulte, on a encore plus de mal à ce que lorsqu'on voit que notre enfant il mange pas, etc., ça devient vraiment une affaire d'État et du coup, le fait de le mettre en lumière va forcément provoquer quelque chose chez lui. Et qui va encore moins du coup vouloir manger. C'est pas évident à faire, hein, c'est pas la chose la plus évidente à faire, mais sinon je pense que le faire participer aussi à la confection d'un repas ou à une pâtisserie ou des choses comme ça. Enfin, dans nos crèches maintenant, on fait aussi beaucoup d'ateliers pâtisserie qui sont très appréciés des enfants. C'est ça, surtout pour goûter. Voilà, exactement. Donc je pense que le faire participer aussi c'est une bonne étape et comme ça il peut goûter en même temps qu'on fait la préparation avec lui. Des fois aussi à la maison on peut faire des assiettes assez rigolotes, des petits bonhommes avec des fruits, des légumes, pancakes, enfin voilà. Ça peut donner aussi envie à l'enfant de remanger parce que c'est ludique. Et après, il y a des livres. Je pense que les imagiers, c'est pas mal pour nommer les fruits et les légumes, parce que des fois, on cuisine pas toujours les mêmes choses. Des fois, on n'a pas envie de cuisiner certains aliments parce que nous-mêmes, on les aime pas. Oui, c'est vrai. Du coup, je trouve ça pas mal aussi de le montrer. Voilà, ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas encore fait à la maison. C'est vrai. Et surtout qu'à la crèche, souvent, ils mangent certains légumes qu'ils ne mangent pas à la maison. Et du coup, ils veulent pas forcément goûter parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que c'est important qu'ils puissent voir une multitude, entre guillemets, de fruits et légumes, même s'ils l'ont pas goûté, mais au moins qu'ils aient un visuel dessus, quoi. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est pas quelque chose que j'ai encore mis en place sur la crèche, mais d'avoir des pictogrammes avec ce qu'ils finalement vont manger. Enfin, quand on annonce le menu, en fait, de leur montrer à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être pas mal ça pour le côté crèche plutôt. Et après, voilà, les imagiers fruits et légumes. Maintenant, il existe des livres avec des odeurs aussi, où quand on frotte après, ça sent l'odeur. Après, j'ai pas enfin, il y a plein de livres sur l'alimentation, mais là, comme ça me vient pas. Mais en tant que parent aussi, vous pouvez proposer des activités à votre enfant. Par exemple, si vous voulez lui faire goûter la pomme, prendre le fruit entre guillemets, la pomme, utiliser par exemple un peu de jus de fruits de pomme pour qu'il ait deux textures différentes, mais qui puissent un peu comparer entre guillemets que c'est le même fruit en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme activité? Les ateliers pâtisserie, comme tu as dit, Pauline, ça c'est très important. Ça permet de voir tout ce qui est texture, tout ce qui est les différents ingrédients. Par exemple, quand on fait un gâteau, qu'il y a de la farine, qu'il y a des œufs, qu'il y a voilà. Souvent, nous on n'utilise pas d'œufs à la crèche, mais voilà, à la maison, ça peut être très intéressant pour les enfants et ça les valorise aussi. Ça les rend responsables de pouvoir remuer, de pouvoir faire goûter à tout son ça. entourage. Oui, c'est ça. Leur œuvre au final. C'est ça. Et le fait aussi de les laisser manger, pas forcément toujours avec la cuillère ou la fourchette, le fait qu'ils, je pense que voilà, ils ont besoin de passer par le toucher avant de passer à la cuillère. Alors certes, des fois c'est compliqué pour les adultes assez maniaques qui s'en mettent un petit peu partout, mais je pense que c'est une étape un peu cruciale pour les enfants qui auraient du mal à manger des nouvelles textures ou des nouvelles l'aliment qui a une odeur particulière ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que les laisser un petit peu manipuler, quoi. Ouais. Souvent, les enfants passent par cette phase-là, un peu de transvasement, de patouiller dans la purée, dans tout ça. Après, je sais que
pour certains parents, ça peut être compliqué à gérer. Mais après, il y a des alternatives où il y a des grands bavoirs où on peut mettre pour les enfants. Enfin, voilà. Il y a des alternatives pour éviter de trop salir, entre guillemets, autour. Oui, après, faut y mettre la limite dans le sens où, voilà, là, t'as assez découvert, parce que des fois, ça peut devenir aussi un jeu, et après, où est la limite, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est de le laisser un petit peu découvrir et puis lui dire, bah voilà, maintenant, t'as bien découvert les textures, c'est soit on mange, soit tu as fini ton repas, et voilà. Mais c'est vrai que le laisser patouiller 1 heure, c'est ça. Ça pourrait être contre-productif, là, pour le coup. Tout à fait. Il existe aussi un petit guide du ministère de la Santé, voilà, qui reprend aussi, enfin qui aide, qui peut être un guide pour les parents qui auraient des questions aussi. Quand est-ce que j'introduis la viande, enfin voilà, les morceaux, etc. Exactement. En fait. Et du coup, il est plutôt sympa. Il est bien fait. Dedans, il y a même un poster entre guillemets de conseils de la naissance à 4 mois, entre 4 et 6 mois, et derrière, c'est pour les plus grands, à partir de 6-8 mois, et de 1 an à 3 ans. Et ça peut servir de guide un petit peu quand on est un peu perdu vis-à-vis des quantités, de ce qu'ils ont le droit de manger ou pas. Voilà, là, je vois charcuterie, par exemple. Mais il y a des interdits quand même alimentaires qui sont très, pas de miel avant 1 an, pas de crudité, pas de charcuterie, pas de viande ou poisson cru avant 5-6 ans, pas de fromage au lait cru. Il y a quand même pas mal d'interdits. Et souvent, c'est écrit dans le carnet de santé. Donc, des fois, il y a quand même des petits conseils sur le carnet de santé qui peuvent être bien utiles. C'est pas que pour les vaccins. Et voilà. Du coup, on va passer par un petit jeu vrai-faux que Léa va nous poser des questions et on va devoir répondre, du coup. Ok, me revoici. Vous êtes prête? Oui. Pour le vrai-faux? Ouais. C'est parti. Alors, les légumes doivent toujours être introduits avant les fruits. De préférence, De préférence, oui. Voilà. Forcément, on est forcément plus attiré par le sucré et repasser par le salé, des fois, c'est plus compliqué. Après, il y a des gens qui sont plus salés que sucrés, mais voilà. Mais de préférence, passer quand même par le salé. Un bébé peut recracher un aliment plusieurs fois avant de vraiment l'aimer. Vrai. Ok, c'est vrai, effectivement. Effectivement, il est dit que parfois il faut jusqu'à 7 à 10 fois. C'est ça. Pour être sûr que l'enfant n'aime pas l'aliment. Ouais. Et ça ne veut pas dire que dans 20 ans ou 30 ans, il n'aura pas envie de le manger. C'est ça. C'est vrai. Le gluten peut être introduit dès la diversification. Oui, pour moi, oui. Justement, plus on introduit d'aliments et ça crée une espèce d'immunité, entre guillemets, donc à petite dose, sans en abuser, comme on dit. Mais pour moi, oui. Oui, effectivement, il dit que c'est vrai. Les recommandations actuelles indiquent qu'il peut être proposé dès à peu près 4 à 6 mois. Attention, le miel est un bon sucrant naturel pour les bébés dès la diversification. Faux. On a dit le miel est interdit pour les moins d'1 an. C'est vrai. Pas avant 1 an. Pour cause de botulisme. Oui. Faut surtout pas utiliser de miel. Proposer de miel. Un bébé qui mange avec les doigts, ça salit tout, mais ça apprend beaucoup. On va y parler aussi. Vrai. On en a parlé juste avant. C'était très important. Ne pas rechigner sur le fait que le bébé en met un peu partout. Il faut introduire la pomme de terre avant 6 mois. Vrai. Les purées sont composées de moitié pommes de terre, moitié légumes, ou 60 pommes de terre et 40 légumes, parce que du coup, ça apporte du liant, c'est des glucides. Pareil, comme la compote, il y a toujours pomme et un autre fruit pour apporter un peu de liant et pour que ce soit un aliment neutre. Donc du coup, oui, il faut mélanger, et ça sera meilleur au goût aussi et à la consistance, donc sans problème. Il n'y a plus besoin d'attendre. Et ma dernière, les bébés ont naturellement une préférence pour le goût sucré. Vrai ou faux? Vrai, ça dépend des enfants. Oui, ça dépend des enfants. Okay. Parce qu'ils n'ont pas forcément de préférence au début, parce qu'ils sont dans la découverte. Donc, voilà. Pourtant, il ne faut pas leur donner sucre ajouté nécessairement. Pas de sucre, c'est sans sel et sans sucre. Ça, c'est en fait, il faut laisser le sucre naturel, enfin des fruits ou des légumes. Ou des fruits, ou alors quand il y a vraiment un petit gâteau, mais c'est vraiment pauvre en sucre, mais pas de rajouter du sucre dans un yaourt, ou pas de proposer un yaourt sucré. À partir de quand le sucre le plus tard possible. Et même ils disent oui, vers 5, mais plus tard possible.
plus même introduire un gâteau, parce qu'il a forcément du sucre, plus tard possible, mieux c'est. Mieux privilégier le pain, que la brioche. Oui, voilà. Brioche nature. Voilà, mais plutôt le pain que d'apporter un gâteau sucré. Nous, à la crèche, les yaourts nature, les fromages blancs ou yaourts, il n'y a rien dedans, quoi. Super, merci les filles pour ce info. Merci. Oui, merci à toi Léa. Merci d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas, si vous voulez nous suivre, d'activer la petite cloche. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez mettre des commentaires et nous y répondrons le plus rapidement possible. En tout cas, merci à toi Stéphanie. Merci à vous. Et merci à toi Pauline d'avoir été là. Merci. Coupé. Merci les filles.